Merci beaucoup. Nous aurons une discussion à l'issue de la deuxième présentation qui va être donnée par Brigitte Dormont, qui est professeure émérite à l'Université Paris-Dauphine, Paris-Sciences et Lettres. Brigitte vous parlera de quel modèle économique pour l'hôpital du futur. En effet, elle est professeure donc d'économie, elle s'intéresse tout particulièrement au financement des hôpitaux, à l'attractivité de l'hôpital, à la rémunération des médecins, et donc elle couvre ce large champ depuis un temps, je dirais, important. Et donc nous l'écoutons avec beaucoup de plaisir. Merci Brigitte Dormont d'être parmi nous aujourd'hui. Ok. Bon, merci beaucoup pour le Collège de France pour son invitation. Donc le cahier des charges m'a été donné par le titre qui était dans le programme « Quel modèle économique pour l'hôpital du futur ?» Bon, qui est imaginer l'hôpital du futur m'a semblé un peu difficile, mais je me sens bien en continuité des trois précédentes présentations avec des préoccupations similaires. Je vais toutefois avoir une approche beaucoup plus économique au sens de la science économique. Alors tout d'abord, je rappelle les tendances en cours. Donc les tendances en cours, c'est que dans les décennies précédentes, il y a eu un fort ralentissement des dépenses de la sécurité sociale, depuis en tout cas le premier choc pétrolier, et même plus récemment, parce que les dépenses de santé coûtent cher et sont financées par des prélèvements obligatoires, et qu'il y a des programmes politiques qui visent à freiner la progression des prélèvements obligatoires qui sont dominants et acceptés par les électeurs, enfin choisis par les électeurs. Du coup, il faut ralentir la croissance des dépenses de la sécurité sociale. Ceci s'est traduit par une forte rigueur budgétaire qui a été imposée en priorité aux hôpitaux, principalement pour compenser des dérapages dans les dépenses de la médecine de ville qui n'ont aucun mécanisme de contrôle en France, qui sont donc incontrôlés. En revanche, la façon dont la tarification hospitalière a été appliquée en France a permis de maîtriser parfaitement les budgets des hôpitaux. Et donc, en pratique, ce qui s'est passé, c'est que la parfaite maîtrise de la dépense hospitalière a été utilisée pour compenser des dépenses qui dérapaient par rapport aux prévisions en médecine de ville. Donc, tout ceci s'est traduit par un endettement endémique des hôpitaux. Et donc l'autre constat qu'il y a pour les décennies précédentes, c'est que la tarification à l'activité, qui est la nouvelle méthode introduite en 2004, a été en fait mis en place des mécanismes qui en pratique dévoyaient totalement l'esprit économique et le contenu théorique de la réforme qui aurait dû être introduite. Pourquoi ? Parce qu'on a donné la priorité à la maîtrise des budgets. Alors, dans le tableau, le grand contexte, il y a les innovations en cours et à venir, donc qui ont déjà été mentionnées, l'intelligence artificielle, qui risque de révolutionner énormément de choses dans les processus, et autre chose qui n'a pas été totalement mentionnée, une explosion des prix demandés par les industriels qui mettent sur le marché des innovations médicamenteuses assez radicales, et d'autres innovations de procédés, et les prix sont à la limite du soutenable pour le budget de la santé. Alors, les problèmes actuels en rapport avec ce passé et ce futur, ils portent sur différents éléments. Donc, déjà, on assiste à une financiarisation de l'offre de soins sur de nombreux pans du système de santé français. Ce qu'on appelle financiarisation, c'est des investissements réalisés par des fonds de placement, des acteurs financiers, dont l'objectif de l'activité n'est pas la production de soins, mais la recherche de rendement financier pour servir des actionnaires. Autre problème endémique, enfin lancinant, les pénuries de médicaments,
surtout pour les médicaments génériques qu'on dit être intra-GHS. Ce sont les médicaments qui sont couverts par les forfaits hospitaliers avec des pénuries à répétition. Pour les autres médicaments plus innovants qui sont payés et remboursés par la sécurité sociale en plus de la tarification hospitalière, qu'on appelle liste en sus, les coûts très élevés de ces médicaments réduisent encore les marges de manœuvre financières. Donc la progression des coûts des médicaments de la liste en sus dépasse très largement la croissance des dépenses hospitalières et donc prennent une place de plus en plus importante dans les budgets, réduisant les marges de manœuvre pour les autres activités. Et ça a été mentionné plusieurs fois, il y a de forts problèmes d'attractivité de l'hôpital public, accentués par la crise de Covid, mais qui était déjà une tendance lourde auparavant, avec la fuite de médecins ou d'autres professionnels de soins vers le privé lucratif ou non lucratif, et des difficultés de recrutement. Alors les points que je vais aborder, c'est d'abord dire où se situe l'hôpital dans le système de soins actuel. Ensuite, deux grands points, parler de la façon dont la tarification à l'activité a été mise en place et comment les mécanismes économiques a priori vertueux ont été dévoyés. Troisième point, je vais mettre l'accent sur la pertinence de soins, qui, à mon avis, est un point clé pour tous les problèmes du futur qui vont se poser et pour les problèmes actuels. Et puis quelques remarques. Alors, l'hôpital dans le système de soins français. La caractéristique du système de soins, comme beaucoup de systèmes développés, c'est qu'il y a une forte couverture sociale sur un mode de solidarité pour garantir un accès aux soins à tous en fonction de ses besoins. Donc ça repose sur un financement solidaire qui est donc basé sur des prélèvements obligatoires. Et qu'est-ce qu'on finance ? On finance ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui est l'enveloppe des dépenses de santé couvertes par la sécurité sociale. Et ça, c'est voté au Parlement. Alors, l'objectif de la sécurité sociale et du régulateur, puisqu'on l'a dit, pour l'hôpital, c'est vraiment le ministère de la Santé au travers des ARS qui agit, c'est donc de répondre aux besoins des assurés sociaux sans dépenses excessives. Alors, répondre aux besoins, il faut bien voir que le besoin, ce n'est pas des besoins de soins, c'est des besoins de santé. Et que le soin, c'est un moyen pour acquérir de la santé. Et donc la question des soins pertinents, elle se situe exactement au coin entre demande de santé et production de soins. Sans dépenses excessives, nous, contribuables, avons intérêt à ce que la dépense publique de santé soit efficiente, c'est-à-dire qu'on produise les soins au moindre coût. Alors l'hôpital fait partie du système de soins. Donc ici, je ne vais parler que de l'hôpital, mais il y a de fortes interférences et de fortes nuisances, de fortes interactions entre l'hôpital, la ville et le médico-social. L'hôpital coûte très cher, donc c'est aussi pour ça qu'on se concentre sur la maîtrise des dépenses hospitalières. Il a représenté en 2024 plus de 105 milliards d'euros, ce qui représente 41% de l'ONDAM, donc de la dépense d'assurance maladie. Alors pourquoi c'est beaucoup ? Parce que la médecine de ville, c'est un petit peu plus en 2024. Pourquoi c'est beaucoup ? C'est parce que peu de gens sont hospitalisés. Le taux d'hospitalisation, c'est 13,5% pour la même année. Et donc, pour 13% de personnes qui vont à l'hôpital, on a plus de 40% de dépenses couvertes par la sécurité sociale. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler modèle économique ? Donc, ça a beaucoup de sens. Moi, je suis économiste. Les gestionnaires entendent quel est le modèle un peu de fonctionnement, qu'est-ce qui va rentabiliser mon activité. Donc, moi, je prends les choses au sens de l'économie publique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux mécanismes et donc au système de financement des hôpitaux qui vont permettre à la sécurité sociale d'atteindre ses objectifs. Donc, ces objectifs répondent aux besoins de santé sans dépenses excessives. Alors, je tiens à souligner que le statut des hôpitaux, en liaison directe avec la présentation précédente, le statut des hôpitaux fait partie du modèle économique. Pourquoi ? Parce que le statut influence les règles auxquelles les établissements sont assujettis, les règles de ressources humaines, par exemple, fonctionnaires ou non, ça change beaucoup de choses. Ça influence aussi les objectifs poursuivis par les établissements, et notamment les établissements privés à but lucratif vont rechercher la maximisation du profit et de manière accrue et plus forte maintenant qu'il y a une financiarisation et une concentration du secteur des cliniques privées. Alors actuellement, nous avons 3 statuts d'hôpitaux et le secteur public
assure le gros de la production de soins hospitaliers, 70% des journées d'hospitalisation. Le très gros des passages aux urgences, plus de 81%. Les astreintes aussi sont en majeure partie assurées par les hôpitaux publics. On a un modèle d'hôpitaux privés non lucratifs qui a été évoqué, qui représente une faible part de la production, avec des gros établissements qui sont des modèles, comme cela a été présenté, mais qui ne représentent que 9% des journées d'hospitalisation en court séjour. Alors il y a tout un pan, effectivement, pour les maisons de retraite et les EHPAD, où le privé non lucratif a une large part, mais je ne parle pas de ce secteur. Et en France, on a un gros secteur privé lucratif, puisque ça représente 21% des journées d'hospitalisation au MCO et plus de 40% des hospitalisations partielles, c'est-à-dire des séjours ambulatoires. Donc pour ce secteur privé, on a un objectif de maximisation du profit. Alors la T2A en pratique, donc la tarification à l'activité, c'est la réforme de la tarification des hôpitaux qui a été introduite en 2004 et qui a introduit en fait un paiement forfaitaire, c'est-à-dire qu'un forfait est attribué pour chaque séjour réalisé dans ce qu'on appelle un groupe homogène de malades, qui est une maladie et un type de séjour. Par exemple, infarctus du myocarde sans complications, infarctus du myocarde avec pose de stent, avec pontage, ou accouchement par voie basse ou accouchement avec césarienne. Donc ça, ce sont des groupes homogènes de malades, et la T2A prévoit un paiement forfaitaire par séjour, indépendamment des coûts effectifs du séjour. Donc c'est ce qu'on appelle un paiement prospectif, et l'objectif poursuivi par la T2A, c'est de rechercher l'efficience productive, c'est-à-dire de réduire au maximum les coûts par séjour. Et donc les coûts pour les soins, pas forcément pour la santé, c'est-à-dire qu'elle ne vise que l'efficience productive, réduire les coûts de traitement d'un patient dans un GHM, mais pas la pertinence des actes. La pertinence des actes n'est pas du tout traitée, ne fait pas partie des mécanismes introduits par la T2A. Alors la façon dont la T2A a été mise en place, en fait, a complètement dévoyé les mécanismes recherchés, parce qu'elle a visé en priorité la maîtrise des dépenses hospitalières et non de mettre des mécanismes pour réduire les coûts. Alors les principes économiques, c'est que, en principe vertueux, c'est que le régulateur ne connaît pas les coûts des hôpitaux et ne connaît pas les efforts fournis par les hôpitaux pour réduire les coûts. Donc on dit qu'il a une information imparfaite. Ça, c'est l'élément clé du raisonnement. Le régulateur ne sait pas. Il n'est pas omniscient comme le ministère de la Santé a tendance à le penser. Ils ne savent pas tout, ils ne savent pas ce qui se passe au niveau de l'hôpital. Pour inciter les hôpitaux à fournir des efforts, on leur dit « pour un séjour dans ce GHM, vous recevrez tel forfait ». Donc c'est un contrat qu'on dit à prix fixe, c'est-à-dire quoi que vous fassiez, vous ne recevrez que le forfait. Et du coup, l'hôpital a intérêt à faire des efforts pour réduire ses coûts afin de ne pas être en déficit et même éventuellement d'avoir un excédent qu'il est en droit de s'approprier. Le problème de ce système, qui est très puissant pour réduire les coûts, c'est qu'effectivement, il faut mettre des forfaits à un niveau pertinent pour que, pas trop élevé pour ne pas donner une rente excessive aux hôpitaux, qui serait coûteux pour l'assuré social, et pas inférieur pour ne pas les mettre en défaut, en déficit excessif. Donc, on met en place un mécanisme de concurrence par comparaison pour fixer les bons forfaits. Donc, je passe sur le détail du mécanisme, mais c'est l'idée que le régulateur ne connaît pas les coûts, il ne peut pas fixer les bons forfaits. Donc, la pratique devrait consister à fixer les coûts, les tarifs, sur la base des coûts observés chez les hôpitaux. Donc ça, c'est ce qui devrait arriver. Mais en pratique, ce qui a été mis en place, ce n'est pas du tout ça. C'est, comme l'a dit Laurent Degos, c'est une régulation prix-volume. C'est-à-dire que l'objectif qui a été poursuivi, c'est de ne pas dépasser l'ONDAM hospitalier. Donc la façon dont ça a été mis en place, c'est de ne pas définir les forfaits en euros, mais en points, et à la fin de l'année, de voir tous les points collectés par les hôpitaux. Et si les hôpitaux ont une activité qui est 10% supérieure à ce qui était prévu, on baisse la valeur du point de 10%. Donc plus les hôpitaux sont actifs, plus les forfaits baissent. Et c'est bien ce qu'on a vu
dans les premiers temps, les 10 premières années de la T2A, les tarifs de l'hôpital public ont baissé continuellement, mais l'activité s'est accélérée. Et donc, c'est un paiement à l'acte avec un prix qui décroît lorsque la production augmente. Donc, c'est vraiment un dévoiement total des mécanismes recherchés. Et donc là, j'ai des détails, je vais passer. Donc, la priorité a été donnée au respect de l'ONDAM. Grâce à ce point flottant, on peut vérifier parfaitement le budget hospitalier sans le dépasser, parce que de toute façon, le point va baisser et on ne dépassera jamais la dépense hospitalière. Et donc le régulateur s'en est même servi pour éponger les dépenses excessives en ville. Donc il y a des graphiques qui montrent clairement que pendant 10 ans, l'ONDAM de ville, la sous-enveloppe pour la ville, a été dépassée et qu'il y a eu des mises en réserve qui ont été déclenchées pour éviter un dépassement de l'ONDAM. Ces mises en réserve sont prélevées sur le budget des hôpitaux et reversées pour éponger les dépenses excessives en ville. Donc en fait, il y a eu une facilité de gestion qui a consisté à mettre ce point flottant qui permettait de respecter l'ONDAM. Le problème, c'est que ça a complètement dévoyé le mécanisme de la T2A et ça a créé des problèmes très importants dans les hôpitaux, donc qui avaient intérêt à augmenter leur activité sans budget supérieur, donc l'épuisement des personnels hospitaliers, et tout ça dans un cadre de budget hospitalier en très faible croissance. Tous les ans, pour la fixation de l'ONDAM, on observe que le ministère fait une prévision de progression spontanée des dépenses hospitalières et qu'il propose un ONDAM en retrait par rapport à cette prévision de dépenses en disant on va faire des efforts d'efficience. Donc déjà, l'ONDAM est en retrait et en plus, il n'est pas totalement exécuté pour l'hôpital pour éponger le surcroît de dépenses de ville. Donc mécontentement des personnels hospitaliers, explosion des déficits, 3 milliards d'euros en 2024 versus 1,9 en 2023 et 66% des hôpitaux sont en déficit en 2024 alors qu'ils étaient 56% en 2023. Donc ce n'est pas tenable, c'est une politique absurde sur le plan de l'efficience. Pourquoi ? Parce qu'en étudiant ça, on se rend compte que les tarifs peuvent très bien être inférieurs au coût de traitement des hôpitaux. Et en fait, les hôpitaux n'ont pas forcément intérêt à réduire leurs coûts et être efficients, ils ont plus intérêt à cibler des GHM qui seraient rentables parce que le tarif serait supérieur au coût pour des raisons de manipulation de santé publique ou à faire de l'activité, avoir des soins plus intenses que nécessaires. Donc ça heurte complètement la recherche de pertinence des actes. Alors, il y a eu des annonces de réformes pour réduire la part de la T2A dans le financement des hôpitaux, d'ajouter une grande part consacrée à la prévention et à la qualité des soins, mais ce sont des changements qui restent très marginaux et surtout le principe délétère de point flottant est maintenu. Donc on est toujours dans ce problème. Alors ça fait que promouvoir la pertinence des soins est un enjeu absolument clé pour le futur, donc pour plus d'un titre. Bon, déjà, c'est une modalité de la qualité et de la sécurité des actes et des soins, ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais aussi, si on réforme la T2A pour arrêter avec ce mécanisme délétère, ça veut dire qu'on n'a pas de solution simple pour respecter le budget hospitalier. Il n'y a pas d'ajustement automatique de la dépense hospitalière à l'enveloppe de l'ONDAM. Donc, il va falloir bien contrôler la dépense et être actif sur la pertinence des actes est la meilleure voie pour y parvenir. Donc c'est ce que je dis, au-delà de l'efficience productive, réduire le coût par traitement, c'est la seule possibilité pour gagner des marges de manœuvre financières, tout en gagnant en sécurité des actes. Les autres raisons pour lesquelles c'est très important, il y a une explosion des coûts des innovations médicales. Certains traitements s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros par an par patient. Donc c'est des cas assez rares, mais ça mord assez sérieusement sur les budgets hospitaliers. Et actuellement, autre raison d'être très centré sur la pertinence, c'est l'investissement croissant de groupes financiers dans certains segments de l'offre de soins, notamment les cliniques privées à but lucratif. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la pertinence ? La pertinence des soins,
L'Académie de médecine a fait un rapport récent qui parle de sobriété dans le soin, donc c'est un peu plus parlant. Bon, la pertinence s'intéresse à la surutilisation des soins, mais aussi à la sous-utilisation des soins. Donc un soin est pertinent s'il est dispensé en adéquation avec les besoins du patient et conformément aux recommandations des sociétés savantes. Donc la pertinence est basée sur un critère médical. Et on va parler de non-pertinence s'il y a des éléments sans rapport avec des considérations médicales qui interviennent dans la décision du traitement. Donc si les décisions de procédure sont influencées par des préoccupations non médicales. Alors clairement, un établissement privé à but lucratif cherche à maximiser le profit et donc il a un intérêt financier à délivrer plus d'actes. Donc il y a un vrai sujet que les économistes de la santé appellent la demande induite. C'est juste que la demande de soins, elle n'émane pas du patient. Le patient vient voir le médecin ou le chirurgien parce qu'il a un problème de santé. Et c'est le médecin expert qui va dire « voilà le soin qu'on va vous faire, voilà l'opération que qu'on va effectuer sur vous ». Donc c'est une demande induite, c'est-à-dire que c'est le médecin expert qui dit le soin dont on a besoin. Et s'il est influencé par des considérations financières parce qu'il fait partie d'une clinique privée, il risque d'induire une demande non conforme aux intérêts du patient excessif. En hôpital public, on peut aussi avoir de la demande induite et un problème de pertinence des soins si, comme je l'ai montré, la T2A induit à faire toujours plus d'activités pour s'en sortir. Dans ce cas-là, le directeur de l'hôpital peut faire la pression sur le personnel hospitalier pour qu'il fasse plus d'actes ou des actes plus intenses. Donc il y a beaucoup d'exemples qui agitent des listes de médecins auxquels j'ai la joie de participer et que je vois dans les débats. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de preuves, d'évidence empirique concernant la non-pertinence des soins? Là, ça devient très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'estimations qui me semblent un peu au doigt mouillé qui circulent. Donc, l'Académie de médecine, dans son rapport, parle d'un avis de la FHF qui dit que 26% des actes seraient non justifiés à l'hôpital. Il y a une enquête TNS assez ancienne de 2012 auprès de médecins à la fois hospitaliers et libéraux qui produit un chiffre comparable de 28% des actes et des prescriptions non pertinents. Alors plus sérieusement, dans le rapport de l'IGAS sur la pertinence des soins, il cite une expérience assez intéressante sur la chirurgie de la cataracte, dans le cadre des expériences de l'article 51, qui ont permis de chiffrer assez clairement, assez précisément, qu'il y aurait 10% d'actes non pertinents sur la chirurgie de la cataracte. C'est quand même un petit peu angoissant d'avoir ce résultat. Alors, les éléments les plus convaincants, c'est toutes les analyses qui se développent concernant la variation des pratiques médicales. Donc là, c'est un graphique incompréhensible si on n'est pas le nez dessus, donc j'ai traduit ça avec deux exemples. Donc, c'est un atlas des variations de pratiques médicales qui examine pour 11 interventions chirurgicales la variabilité des pratiques entre départements. Donc, ces interventions chirurgicales sont choisies très précisément pour le fait qu'elles peuvent être sensibles à l'offre de soins, c'est-à-dire au fait que les soins soient en clinique privée ou à l'hôpital public, et le bénéfice net peut être incertain. Je cite 2 cas où les indications sont assez consensuelles. Donc, l'exemple 1, l'hystérectomie. Donc, il est dit que les indications font consensus, et pourtant, en faisant des taux corrigés d'éléments d'hétérogénéité, on voit que les pratiques varient beaucoup entre départements, de 225 séjours pour 100 000 femmes à 420 séjours pour 100 000 femmes, selon les départements, donc du simple au double, en termes d'hystérectomie. Autre exemple, la pose de stent sans infarctus du myocarde. Donc, les indications sont plutôt de privilégier le traitement médicamenteux. Eh bien, il y a des pratiques qui varient encore plus et la variabilité augmente avec le temps. Donc, ça va de 50-85 séjours pour 100 000 habitants dans certains départements à 317, voire 342 dans d'autres départements. Donc, une variance absolument énorme de pratiques pour des
alors qu'on a corrigé d'éléments d'hétérogénéité. Et donc, il faudrait expliquer ces variations de pratique. Et les analyses rapprochent ça du pourcentage d'hôpitaux privés lucratifs dans les départements. Alors, comment peut-on promouvoir la pertinence des soins? Comment inciter à ce qu'il n'y ait pas de demande induite et à ce que le médecin ait une décision purement médicale qui fonde sa décision? Alors, très simplement, donc ça tout le monde sait ça, il faut déjà diffuser de l'information, des recommandations de bonne pratique, des guides pour les patients pour qu'ils soient informés des pratiques et de leur variabilité. Et il faut développer, ça fait partie des indicateurs de qualité des soins. Alors, pour aller plus loin, que peut-on faire? Alors, on peut promouvoir la pertinence par la mise en place de contrôles. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les contrôles ont leurs limites, il faut en faire, mais c'est très difficile d'en faire de manière suffisante pour gagner en pertinence des soins de manière décisive. Alors, ce que fait la CNAM depuis 2015, c'est de repérer les établissements atypiques. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les données massives de santé dont dispose la CNAM et l'intelligence artificielle pour repérer les actes non pertinents? Donc là, moi, je dis prudence, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des éléments d'hétérogénéité non observés qui peuvent expliquer la décision du médecin. Et le médecin doit rester indépendant et souverain dans sa décision de procédure ou de prescription. Et donc, c'est très difficile de systématiser des contrôles. La seule chose qu'on peut faire avec des données massives, c'est repérer les brebis galeuses, repérer les cas véritablement aberrants. Mais le gros de la pertinence des soins, c'est la zone grise où on aurait pu ne pas le faire, mais on le fait quand même. Et donc, c'est très difficile de systématiser un contrôle de la pertinence des soins. Il faut aller dans le détail du dossier patient. Les médecins peuvent toujours arguer d'informations médicales pour dire ma prescription elle est basée là-dessus et c'est ça qui a motivé ma décision. Il doit rester indépendant et souverain dans sa décision. Donc c'est important que la tutelle dans les contrôles reste consciente qu'elle est en information asymétrique, elle n'observe pas tout. Et elle doit aussi rester prudente pour ne pas imposer une sous-utilisation des soins. Donc on ne peut pas se reposer seulement sur les contrôles. Parce qu'il est très difficile de contester le bien fondé d'une prescription. Et on le voit bien quand on regarde l'Atlas. L'Atlas qui examine les variabilités des pratiques. Dans l'introduction, ils disent qu'on a eu du mal à trouver 11 interventions pour lesquelles c'est clair qu'il y a homogénéité des consensus sur les indications. Et là, sur ces 11 interventions, on voit bien les variabilités des pratiques. Mais il n'y a pas 11 interventions dans le domaine du soin hospitalier, il y en a des centaines. Et sur ces centaines d'interventions, on n'a pas vraiment de doctrine claire sur ce qui est excessif et quelle est la variabilité admissible. Donc on ne peut pas tout contrôler. Et si on contrôle, c'est très important de ne pas se borner à contrôler que ce qu'on peut contrôler. Donc il faut donner une place assez limitée au contrôle statistique. Parce que l'élément piégeant de l'intelligence artificielle ou de l'approche statistique de base qu'on connaît tous déjà, c'est de ne regarder que sous ce lampadaire, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc l'essentiel, c'est de supprimer les incitations qui sont contraires à la pertinence. Donc, dans les hôpitaux publics, il faut appliquer correctement la T2A, supprimer le point flottant généralisé, et ça supprime l'injonction à faire plus d'actes. On peut éventuellement mettre une dégressivité des tarifs par hôpital, donc ça on peut en parler s'il le faut après. Et très important, je pense qu'il faut installer à l'intérieur de l'hôpital une sorte de boîte noire qui ferait que le gestionnaire de l'hôpital ne peut pas interférer avec la décision médicale du médecin. Ça c'est très important. Et alors, sur le secteur privé lucratif, donc là on voit bien que le statut de l'hôpital est très important pour la pertinence, il faut être conscient que le conflit d'intérêts est inévitable si le médecin est payé à l'acte. Et s'il a des parts dans la clinique privée ou s'il est intéressé à son résultat financier. Donc les rapports du Sénat sur la financiarisation dit si dans les sociétés d'exercice libéraux, les médecins sont dominants dans les prises de décision au conseil d'administration, ça va. Je ne suis pas d'accord. Puisque si les médecins, même si le médecin est contraint par sa déontologie, le serment d'Hippocrate,
s'il a un intéressement dans la structure financière, sa décision ne sera pas influencée que par des considérations médicales. Donc je crois qu'il faut vraiment regarder ça en face. Ça vaut pour l'hospitalisation privée, qui est très concentrée, très financiarisée. Et donc il faut penser à un système de contrôle qu'il faut mettre en place et qu'il ne faut pas négliger. Alors là, je jette cette idée, mais évidemment, il faut examiner la faisabilité. Il faut un système de contrôle par les pairs avec un deuxième avis donné par un médecin indépendant de toute structure financière. Donc, ce serait un médecin du secteur public. Et là, les médecins de l'hôpital public seraient amenés à jouer un rôle d'expert éclairé, indépendant pour ce deuxième avis. La faisabilité n'est pas très claire, il faudrait l'examiner. Et il ne faut surtout pas déclencher une armée de médecins à conseil de la CNAM, puisqu'il serait absolument non reconnu et désavoué par les médecins des cliniques privées, c'est clair. Voilà. Donc, quelques remarques en conclusion. Donc, ces 2 points sont très importants. Si on améliore la T2A pour redresser l'hôpital, arrêter avec les déficits à répétition et la course à l'activité, il faut abandonner le point flottant. Et donc, le seul mécanisme de contention des dépenses, c'est la pertinence des soins. Et pour s'intéresser à la pertinence des soins, il faut être beaucoup plus sérieux qu'on ne l'est pour l'instant, c'est-à-dire examiner bien les mécanismes et supprimer les mécanismes délétères. Donc, deuxième avis pour les prescriptions et les actes en clinique privée et supprimer le point flottant pour la T2A. Alors, je rejoins sur 2 autres points ce que disaient les autres intervenants. Donc, il faut inverser la baisse d'attractivité de l'hôpital public avec des budgets raisonnables et en restaurant les conditions de travail comparables à celles du privé. Et donc, il y a la question de toutes les astreintes à l'hôpital public qui, effectivement, doivent être prises en compte et compensées raisonnablement pour que cette charge de travail ne soit pas un obstacle au fait de travailler à l'attractivité de l'hôpital public. Et il faut être bien conscient que l'hôpital public garantit la pérennité de l'offre de soins. Ça n'est pas le cas des structures financées par des fonds d'investissement, et ça n'est pas non plus le cas de structures privées à but non lucratif, donc comme ça a été évoqué, l'Institut Mutualiste Montsouris a été repris finalement par Foch, mais a été bien en peine pendant plusieurs mois en criant misère parce que ses financeurs, la mutualité, s'étaient retirés de l'hôpital. Or, le régulateur doit être garant d'une offre de soins pérenne, donc il est très difficile de se reposer sur des structures privées pour l'offre de soins. Voilà.